grand dialogue. Sigika Foba. Le grand dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. Chaîne Nibiru. Halud Mauni. Chaîne Nibiri. Sigika Foba. Le grand dialogue. Le grand dialogue. Mesdames et messieurs, bonsoir. Drame, tragédie, atrocité, horreur, on a de la peine à trouver les termes justes pour qualifier ce qui s'était passé à Aguelok le 24 janvier 2012. 24 janvier 2012, 24 janvier 2016, cela fait 4 ans que plus d'une centaine de soldats maliens ont été sauvagement assassinés par des assaillants. Suite au massacre, une enquête avait été ouverte. À quoi a-t-elle abouti? À quel niveau se trouve le dossier? Toute la lumière a-t-elle été faite sur la tragédie d'Aguelok? Le massacre d'Aguelok pourra-t-il être pris en charge par la commission Vérité, Justice et Réconciliation? C'est à ces questions et bien d'autres que vont répondre nos invités. Au nombre de 4, Amadou Bokar Teguete, il est le secrétaire général de l'AMDH. Monsieur Teguete, bonsoir. Nous avons également dans ce studio Baba Dakono, il est chercheur analyste. Monsieur Dakono, bonsoir. Bonsoir. En ligne, nous avons Atay Ag Mohamed, il est le chargé des droits de l'homme au MNLA. Il y aura également un militaire qui va intervenir au téléphone. Lui, c'est un témoin des atrocités. Il sera, comme je l'ai dit, en ligne. Le grand dialogue de ce lundi vous est présenté par Seydou Forma à toutes et à tous. Bienvenue. Studio Tamani. C'est donc un sujet très douloureux que nous évoquons aujourd'hui, le massacre d'Aguelok, un événement qui suscite toujours beaucoup d'interrogations. Avant d'entrer dans le vif du sujet, cette petite question, 4 ans après les atrocités d'Aguelok, que ressentez-vous? Nous posons la question en premier lieu à Amadou Bokar Teguete, qui est donc le secrétaire général de l'AMDH. Pour dire vrai, je me sens très gêné et très peiné. Je crois que je ne suis même pas le seul. C'est pratiquement tous les défenseurs des droits humains au monde qui peuvent avoir les mêmes sentiments que moi, compte tenu de ce que je sais sur ce qui s'est passé. Donc mes sentiments, c'est vraiment des sentiments de peine et de regret. Avant d'entrer dans le détail, puisqu'on va y entrer. Alors, Baba Dakono, vous êtes chercheur, vous êtes analyste. Qu'est-ce que vous ressentez 4 ans après Aguelok? C'est les mêmes sentiments de peine, je crois, qui sont au-delà des défenseurs des droits humains. C'est toute l'humanité qui partage la peine et les douleurs. Autant ce qui s'est passé a attristé tout le monde, autant les conditions dans lesquelles c'est intervenu sont très difficiles à accepter. Alors, je vous le disais, nous avons 2 participants en ligne. Il s'agit d'Atay Ag Mohamed. Nous allons essayer de joindre Atay Ag Mohamed. Vous êtes le chargé des droits de l'homme au MNLA. Partagez avec nous vos sentiments à l'occasion de ce triste anniversaire, le 4e anniversaire du massacre d'Aguelok. Bonsoir à tous les auditeurs. J'espère que vous me recevez très bien. Parce que là, je parle à partir du téléphone. Allô? Alors, on vous entend bien, allez-y, on vous entend très bien. C'est ça, en fait, oui. Je pense que je ne peux pas dire mieux que les autres. Nous attendons plus que la justice soit faite et que la vérité soit connue pour toutes les victimes. Bien sûr que ce dialogue, c'est un cas spécifique qui a marqué beaucoup les esprits, à la fois pour sa façon d'être faite, mais aussi pour le fait aussi que jusqu'ici, les gens ne sont pas assez éclairés. Maintenant, la justice, elle doit être pour toutes les victimes. Mais, comme ils l'ont dit, je les accompagne dans cet esprit. Il faut aujourd'hui dire la vérité, il faut aujourd'hui exposer les faits et que la justice soit faite pour tout le monde. Alors, je le disais, nous avons également en ligne un militaire. Il est témoin direct des atrocités. Alors, monsieur, bonsoir. Bonsoir. Voilà. Dites-nous, qu'est-ce que vous ressentez, vous, en tant que témoin, en tant que militaire? Qu'est-ce que vous ressentez 4 ans après Aguelok? Vraiment, nous ressentons un triste problème, une grande douleur sur le cœur, surtout. Vraiment, c'était une catastrophe. Alors, allez-y. Nous ressentons vraiment une triste douleur. Dans tous les cas, quand même, nous ne sommes pas
Nous ne sommes pas du tout contents de ce problème. Alors, vous n'êtes pas content, on le comprend bien. Maintenant, cette question, est-ce que vous pouvez nous rappeler, puisque vous étiez témoin, vous pourrez nous rappeler ce qui s'est passé exactement le 24 janvier 2012 à Guéloc? Oui, effectivement, je peux vous rappeler surtout 3 jours, 4 jours, 5 jours, 5 jours d'attaque, 6, 7, juste le 7e jour, parce que les gens sont tombés le 7e jour. On a commencé le mardi, tombé le mardi. Donc, nous pouvons vous dire que nous sommes tombés surtout en crise de munitions. Surtout en crise de munitions. Donc, quelqu'un qui n'a pas de munitions, on dirait qu'il n'est pas dangereux. Donc, je m'arrête là d'abord. Alors, nous allons donc vous retrouver au cours de cette émission. Nous allons à présent évoquer le bilan quand même du massacre d'Aguelok. On n'a pas, jusque-là pas très bien compris parce qu'il y a toujours eu quand même des chiffres qui variaient selon les sources. Votre impression, Amadou Bokar Teguete, le secrétaire général de l'AMDH? Bon, depuis le 24 janvier 2012, comme vous l'avez dit, nous sommes parvenus à retrouver quand même sur place, d'après nos informations, à nos sections et nos cellules qui sont sur place, qu'il y avait 153 soldats qui ont été assassinés, précisément. Et si vous voulez que je continue le processus, parce que je crois que c'est ce qui vous intéresse. Allez-y. Et donc en juillet déjà, la CPI a été saisie par rapport à ce massacre, parce qu'il a été créé une commission nationale d'enquête composée des militaires et des gendarmes. Qu'en son temps, la MDH a dû dénoncer la composition, compte tenu de ce qu'on n'était pas convaincu d'avoir la véracité de l'enquête, compte tenu de ce que c'est l'État qui s'est chargé de ça. Et on a souhaité que la société civile soit membre de ce comité-là. Mais qu'à cela ne tienne, en juillet déjà, après que le 13 janvier, la CPI a été touchée par l'AMDH et appuyée par... C'est-à-dire le gouvernement malien a saisi la CPI, mais sur le rapport de l'AMDH, parce qu'il fallait ça. L'État ne pouvait pas directement prendre la CPI tant que la société civile, en l'occurrence l'AMDH, n'ait pas donné son rapport de déclaration. C'est-à-dire que c'est vous qui avez donc rédigé un rapport que vous avez adressé à la CPI. À la CPI, et le gouvernement malien l'a appuyé. Donc la saisine a été effective depuis janvier 2013. C'est vrai que Dakono va continuer à parler parce que ce qui est sûr, nous serons obligés de vous donner le processus du début jusqu'au moment où nous sommes. Oui, mais monsieur le secrétaire général de la MDH, janvier 2013, nous sommes maintenant quand même en 2016. Alors, est-ce que cette enquête, elle progresse? Je vais vous donner l'état des lieux de l'enquête au fur et à mesure. C'est pourquoi je préfère laisser Dakono quand même faire une réflexion sur ce que je viens de dire. Baba Dakono, voilà. Vous êtes chercheur analyste. Nous nous intéressons à présent à l'enquête qui a été ouverte après le massacre d'Aguelok. Voilà. Oui, je crois que les détails de l'enquête, Teguete saurait les maîtriser mieux que moi parce qu'il est acteur, il est au cœur de ce processus. Mais juste par rapport à revenir un peu sur ce qui s'est passé à Aguelok, comment ça a été reçu et pourquoi ça a eu les échos que ça a eu, parce qu'au-delà de plus de la centaine de personnes qui ont été exécutées, c'est que c'est intervenu dans un contexte où il y a eu un concours de circonstances, on va dire circonstances malveillantes. On était dans un contexte où il y avait une rébellion qui avait été déclenchée, une rébellion à la différence des autres qui s'appuyait sur une très forte communication. Vous avez vu dès les premières heures où Aguelok est tombé, tous les canaux de communication ont été utilisés pour dire que Aguelok est dorénavant sous contrôle des mouvements indépendantistes, des groupes armés indépendantistes.
Ensuite, c'est intervenu dans un contexte où on était à la veille d'élections présidentielles. On était dans une situation institutionnelle peu stable et du point de vue de plusieurs analystes, cette situation d'Aguelok a été instrumentalisée par plusieurs acteurs politiques justement à cette veille électorale. Ça, c'est le deuxième point qui a aggravé davantage parce que qui a donné un plus grand écho à ce drame et qui la rend davantage dramatique. Ensuite, le troisième, c'est que c'est intervenu à un moment où l'accès aux médias sociaux était tel qu'on pouvait voir les images justement de ces prisonniers exécutés à tout bout de champ. Donc qui a marqué, comme pour revenir à ce qu'un intervenant disait tout à l'heure, c'est que l'objectif derrière, c'était de marquer les esprits. Donc qui a atteint tous ces objectifs. Les esprits ont été marqués à travers, comme je le disais, ces trois facteurs qui sont des circonstances malveillantes qui ont contribué à donner plus d'éclat. Maintenant, par rapport à l'enquête, c'est vrai qu'il faut dire que beaucoup d'acteurs nationaux, notamment la société civile, à travers l'Association malienne des droits de l'homme, se sont sentis responsables tout de suite de la question. On saisit les autorités, notamment internationales, compétentes pour diligenter une enquête. Mais il faut dire que c'est intervenu dans un contexte où il était difficile de conduire une enquête. Vous savez, à l'époque, on était sous occupation et une enquête doit reposer sur la collecte de preuves matérielles. On a fait plus de 9 mois et ces preuves matérielles ne vont pas attendre que les conditions soient réunies pour rester sur place. Donc, on peut dire qu'il y a beaucoup de preuves matérielles en temps qui ont disparu, beaucoup d'acteurs, il y a eu des changements, notamment dans le rapport de force, il y a eu une recomposition des différents groupes, il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées qui rendent davantage difficile, hier encore plus aujourd'hui, cette enquête. Mais il y a toujours des témoins. Il y a toujours des témoins, évidemment. C'est ce que je disais, tout n'est pas perdu, heureusement d'ailleurs. Nous avons donc, vous voulez réagir, M. Tséguété, allez-y. Oui, pour appuyer ce qu'a dit M. Dakono, les événements d'Aguelok ont été suivis de l'occupation entière des 3 régions, Gao, Tombouctou et Kidal en avril 2012. Et émaillé par des graves violations des droits de l'homme, exécutions sommaires, extasiaires des prisonniers, des guerres de la population, des populations civiles, des viols, autres crimes sexuels, utilisation des civils. Donc il y a eu trop de violations des droits de la personne humaine, à tel point que l'enquête aujourd'hui, si nous devons réellement parler de l'enquête, et nous allons parler de la difficulté que l'enquête connaît, parce que tout simplement, les événements qui ont suivi l'Aguelok sont plus graves en matière de violation des droits qu'Aguelok lui-même, malgré que des gens ont été égorgés, vus, égorgés et tout. Donc si on doit faire l'enquête, on est tenu de suivre par priorité comment commencer l'enquête, parce que l'enquête aussi a quand même ses méthodes. Sinon, aujourd'hui, nous voulions dire, par exemple, que, affaire Aguelok, on est en train de faire le jugement, on a condamné un tel à 100 ans, à 20 ans. Mais ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile, c'est pourquoi nous connaissons. Mais il faut qu'on souffre en même temps que les parents. Parce que nous sommes quand même, nous sommes partie civile auprès des criminels, auprès des victimes. L'AMDH, l'Association malienne des droits de l'homme et la Fédération internationale des droits de l'homme, on est ensemble et on est partie civile dans le cas d'Aguelok. Ce n'est pas facile. Et il y a 4 à 5 plaintes que on va vous parler de ça, parce que ça, c'est des plaintes réelles et c'est des personnes qui sont visées. Donc, l'enquête, je crois que ça... C'est des personnes visées, autrement dit, des auteurs bien connus. Bon, en tout cas, bien supposés connus, parce qu'il faut quand même dire qu'ils bénéficient de la présomption d'innocence jusqu'au jugement, mais c'est des personnes bien ciblées. Alors, il sera 18h30. Dans quelques 30 secondes, nous allons donc observer une courte pause avant de continuer ce débat. Vous écoutez Studio Tamani. Votre avis nous intéresse. Écrivez vos commentaires et suggestions sur la page Facebook et dialoguez avec nous. Studio Tamani, c'est aussi les réseaux sociaux.
Le massacre d'Aguelok, 4 ans après, c'est donc le sujet du grand dialogue de ce lundi. Pour en parler, nous avons 4 invités. Amadou Bokar Teguete, qui est le secrétaire général de l'AMDH, il est ici présent dans ce studio. Également présent dans ce studio, Baba Dakono, chercheur analyste. En ligne, nous avons Ataï Ag Mohamed, il est chargé des droits de l'homme au MNLA. Nous avons également un militaire qui a été donc témoin de ces atrocités d'Aguelok, il est lui aussi en ligne. Pour l'instant, nous allons donc joindre Ag Mohamed, qui est le chargé des droits de l'homme au MNLA, je le disais. Alors, monsieur Ataï Ag Mohamed, dites-nous, l'enquête qui a donc été en fait ouverte après le massacre d'Aguelok, comment ça avance cette enquête? Vous y êtes intéressé? Comment vous la trouvez? D'abord, j'aimerais dire qu'il est bien que M. Dako d'Amnesty International soit revenu un peu sur toutes les circonstances politiques qui animaient cette période où il y avait les événements de Delhok. Ensuite, je pense qu'aujourd'hui, les acteurs qui ont revendiqué et qui ont mené cette attaque de Delhok l'ont publiquement annoncé. Sur YouTube, vous avez une vidéo d'Ansardine qu'elle anime, qu'elle explique, où elle montre en détail l'opération de la prise de Delhok, où elle montre les prisonniers qu'elle a arrêtés qui s'expriment. Ça, c'est déjà une chose qu'il faut ajouter. Ensuite, il y a aussi plusieurs dizaines de soldats maliens qui ont été arrêtés par ce même groupe Ansardine, à Delhok, qui ont été plus tard libérés à travers le Haut Conseil islamique malien. Ceux-ci sont encore vivants. Ce sont des gens qui ont été libérés pendant que, au même moment, on disait que toutes les personnes à Delhok ont été exécutées ou tuées ou égorgées. Il y a aussi, c'est à l'époque, comme il a dit, il y avait la question du troisième mandat d'ATT. Certaines sources rapportaient que des capitaines du camp de Delhok avaient communiqué avec ATT au téléphone et que il y avait une remarque, je sais que vous êtes au courant de cette remarque-là, qui liait en quelque sorte le régime ATT à tout ça là. Donc, je pense qu'il y a plus de propagande, il y a plus une volonté de l'État à animer les sujets pour la propagande que pour une réelle volonté de faire la justice. Aujourd'hui, j'aurais souhaité que quelqu'un du ministère de la Justice malienne ou quelqu'un de la présidence soit à ce plateau-là pour éclairer nos auditeurs sur quelle est la position du gouvernement, qu'est-ce qui bloque l'enquête. C'est lui qui a la réponse. C'est lui qui a appuyé la plainte de l'MDH au niveau de la CPI. Par ailleurs, vous ne comprenez pas pourquoi l'enquête piétine, c'est cela? Je ne comprends pas non plus. Ensuite, je ne comprends pas aussi que l'intérêt soit plus parce qu'il y a des victimes, beaucoup plus de victimes. Pourquoi les sujets les plus fréquents sont ceux au cours desquels il y a eu des affrontements militaires? Adelhok, c'est un affrontement militaire, bien sûr, avec peut-être des groupes islamistes. Mais c'est des atrocités quand même. Ce sont des militaires qui sont morts. Les 17 mai à Kidal, c'est un affrontement militaire. Mais il y a des civils qui ont été exécutés à Tombouctou, comme le vieux Ouskabadi qui a été retrouvé avec d'autres personnes dans un charnier juste après l'opération Serval. Qui en parle? Mais ce sont des civils qui ont été abattus à bout portant, sans être sur un champ de bataille. Mais qui en parle? Pourquoi c'est Adelhok le grand sujet? Pourquoi le gouvernement n'anime Adelhok que lorsqu'il a envie de dire au monde, attention, les MNLA a pactisé avec les djihadistes, il a commis des crimes? Il faut que le gouvernement change. Alors, dites, M. Atta, est-ce que vous vous sentez visé lorsqu'on soulève ces dossiers? Est-ce que vous vous sentez visé? Est-ce que vous avez l'impression qu'on pense de vous que vous avez été complice? Parce que votre réaction, je ne sais pas. Pas du tout. Non, nous sommes totalement rassurés. Écoutez, au NNLA, nous sommes totalement en assurance. Parce que nous savions ce qui s'est produit à Delhok. Nous avions transmis nos rapports à qui des droits. Fatou Bensouda, que j'ai rencontré personnellement Fatou Bensouda, qui était venu à Bamako à un moment donné d'ailleurs, après que je l'ai rencontré hier dans un pays. On a échangé. Le MNLA a fourni son rapport aussi à qui des droits au niveau de la Commission européenne et partout où il faut. Ensuite, on sait avec temps, avec air, qui fait quoi, qui a fait quoi et qui retarde quoi aujourd'hui. Qui retarde quoi? Le dossier des mausolées de Tombouctou semble plus important que les vies humaines des militaires qui ont été victimes peut-être d'un système. Il y a beaucoup de choses que peut-être que déjà au niveau de l'État ne veulent pas qu'elles soient rendues publiques. Donc, oui, mais reconnaissez quand même que ce qui s'est passé à Aguelok est d'une atrocité quand même très rare. C'est pas pareil, quoi. Oui, mais bien sûr, je ne le nie pas, Mais il est autant aussi rare, autant aussi grave que des cas de civils
sommairement exécutés par des militaires censés être des soldats de la République et à bout portant et avec des preuves. Et c'est plus facile de mener l'enquête aujourd'hui. C'est plus facile d'accéder à ces sites des forces communes, des civils. Des civils abattus à Sévaré, abattus partout, mais personne n'en parle. Et le sujet, c'est là où il y a des affrontements militaires. Alors nous allons suivre à présent, nous allons à présent suivre la réaction de Amadou Bokar Tekete de l'AMDH. Merci. Je voudrais dire à mon ami Ataer qu'un défenseur des droits humains ne peut pas prendre une position quelconque quand il s'agit de violation des droits des hommes. Que ce soit RMLA ou que ce soit personnellement moi-même, s'il vous plaît, si c'est une violation des droits de l'homme, non, nous sommes dans le cadre d'un débat, on vous a donné la parole, vous vous êtes exprimé, vous laissez le soin aux autres de s'exprimer. Qui est dangereux, c'est la MDH qui est vous qui Monsieur Ataï, vous avez eu l'occasion de vous exprimer, laissez-le réagir. De la MDH qui, le 16 janvier 2013, a saisi la CPI qui a ouvert une enquête au Mali incluant les événements de Adel considérés comme des crimes de guerre et les conditions sécuritaires entravent actuellement les démarches chez tout ce que nous regrettons et c'est de ça qu'on parle. Nous ne disons pas qui a fait, qui n'a pas fait, mais nous voulons que la correction soit faite. C'est qu'il y a eu des violations des droits humains et c'est des choses qui doivent être corrigées. On ne souhaite pas qu'ils se soient impunis. Et les plaintes qu'on a portées contre X ou Y, nous sommes, s'il vous plaît, nous sommes prêts à nous assumer parce que nous sommes partie civile et nous accompagnons les victimes. Ne transformez pas, je vous en prie, ne transformez pas ce que je dis. Je n'ai pas dit le contraire. Je reconnais qu'il y a eu des crimes à Delhouk. Il y a eu des crimes à Delhouk. Il y en a eu aussi des crimes contre les civils. Et il faut que l'AMDH parle de tous les crimes. Si c'est vraiment l'AMDH ou si c'est l'AM Défense Mali. L'AMDH n'a jamais fait l'AMDH est clair et d'accord que les droits de l'homme sont universels et doivent être défendus partout. Et que ça ne va jamais rester indifférent, ça ne va jamais rester impuni. L'AMDH est clair sur ça. Et les plaintes que nous avons portées, l'AMDH est la pire des parties prises dans ce dossier. On n'a pas vu l'AMDH condamner ni parler des exécutions sommaires de civils il y a quelques semaines à Tombouctou. L'AMDH ne condamne pas, l'AMDH dénonce. C'est la justice qui condamne et nous tenons à ce que la justice se fasse. L'AMDH n'est pas juge. Nous allons donc dépassionner et nous allons à présent donner... L'AMDH n'est pas juge, l'AMDH dénonce. Et nous condamnons l'impunité. Quel que soit le niveau, quelle que soit la personne qui est en faute, il faut qu'elle soit corrigée. Il faut que la punition soit effective. L'impunité est une violation des droits de l'homme. Mon ami défenseur des droits de l'homme, il est là. Baba Dakono, à vous la parole, vous qui êtes cher analyste. Ok, non mais juste apporter quelques précisions factuelles. Tout à l'heure, quand au début du propos, j'ai parlé d'éléments qui ont amplifié ce qui s'est passé à Guelhoc. Il y a certes la manipulation politique qu'il y avait derrière, mais revenir justement à cette précision factuelle sur le fait que ce qui s'est passé à Guelhoc, on ne peut plus le mettre dans le cadre d'un affrontement. Il y avait certes eu les affrontements militaires, mais suivant les premiers retours et les témoignages de ceux qui étaient présents, c'est que l'un des belligérants avait déposé les armes et s'était rendu. Donc en fait, c'était une exécution de prisonniers. Donc on ne peut plus parler de personnes qui sont tombées sur le champ de bataille. Donc ce sont des prisonniers qui ont été exécutés. Replacer le débat dans son cadre, je crois qu'aujourd'hui on est en train de discuter de ce qui s'est passé à Guelhoc il y a plus de 4 ans. Il y a eu certes, ce n'est pas pour minimiser tous les autres crimes qui se sont passés, mais c'est pour aujourd'hui, je crois que le sujet du jour, c'est à Guelhoc, précisément l'enquête. Donc le rappeler, l'occasion, à d'autres occasions, sur d'autres exactions, on aura l'occasion d'y revenir. Alors, je le disais, il y a un militaire qui participe au débat, il est témoin des atrocités d'Aguelhoc, il est donc en ligne. Dites-nous, qu'est-ce que vous pensez de l'enquête qui a été ouverte depuis 2012 ? Très bien. L'enquête qui a été ouverte, je crois que l'enquête là est très là. Moi, j'aimerais que l'enquête soit accélérée. L'enquête soit accélérée parce qu'il y a des gens qui sont il y a des survivants qui ne sont pas seuls. Il y a beaucoup de survivants qui sont dans les autres coins. Par exemple, ils
sont dans toutes les régions, ils sont intervenus au Mali, c'est-à-dire dans toutes les régions, au service, où d'autres ne sont pas de service. Mais moi, j'aimerais que l'enquête soit accélérée. La vérité va sortir. On était tous présents, ce qui a été fait, on était au courant, on est au courant de la situation. La situation dans la main. On sait ce qui a été fait, on le sait. On sait ce qui a été fait autour du terrain, on le sait. On était présents. Et jusqu'à ce qu'on a fait l'enterrement ensemble, avec nos éléments de renfort qui sont venus nous trouver sur place à Aguilok. Et puis retourner, on sait ce qui a été passé sur le terrain. Je vous le dis, que si on accélère cette enquête, la vérité là va sortir. Je m'arrête là d'abord. Alors, nous allons donc joindre à présent Ataï Ag Mohamed. Alors, dites-nous, vous êtes, je le rappelle, le chargé des droits de l'homme au MNLA. Dites-nous, qu'est-ce qu'on doit faire maintenant de façon prioritaire pour prendre en charge des crimes comme celui d'Aguilok, par exemple, ceux d'Aguilok? D'abord, j'aimerais éclaircir que je ne suis pas en train de nier que Aguilok est un cas grave. Mais je suis en train de dire que toutes les personnes touchées par ce conflit-là ont été des victimes. Qui méritent les mêmes prises en charge. On est d'accord avec vous, mais rappelez-vous que l'émission parle du 4e anniversaire. Vous savez, il y a 4 ans que ces atrocités avaient lieu. C'est à cette occasion que nous avons décidé d'évoquer la question. Voilà. Mais quand même, il est important aussi de glisser par là qu'il y a aussi énormément de violations qu'il faut prendre en charge. Non, on vous a suffisamment permis de quand même de glisser, on vous comprend bien. Mais je vais dire ceci. Aujourd'hui, comme je l'ai dit au début, il faut que j'aurais souhaité que la partie gouvernementale soit à ce plateau pour dire au peuple malien, pour dire aux auditeurs, où est-ce que lui, en tant qu'autorité d'État, dans l'investigation, en est dans la procédure judiciaire internationale. C'est ce qui serait encore plus utile. Ensuite, nous avions toujours dit qu'il faut une commission d'enquête internationale. Nous avions été les premiers à l'exiger depuis Ouagadougou juin 2013 et nous continuons à insister pour son démarrage tout de suite là, derrière pour parler d'Alger. Nous avons parlé de la commission d'enquête internationale qu'il faut mettre en place. Elle est l'une des épines dorsales qu'il faut mettre en place pour que l'ensemble des victimes, toutes les victimes, sachent la vérité et soient assurées que le processus ne va pas s'aimer une autre impunité. Il faut que l'impunité soit totalement abolie pour une fois pour toutes. Là, on l'a dit, mais pour toutes les victimes. Et je condamne tous les crimes. Alors, cela est donc compris. Nous retournons dans ce studio pour donner la parole à Amadou Bokar Teguete, qui est le secrétaire général de l'AMDH. Merci, M. Fomba. Il y a une précision quand même, je voulais donner une précision fondamentale. C'est que la plainte qui a été déposée par l'État malien à la CPI, par la déclaration de l'AMDH, a été acceptée et reconnue recevable par le procureur général. Et l'enquête continue. Elle nous a confirmé que l'enquête continue, mais que l'enquête il y a des priorités. Ils ont scindé l'enquête en 2 parties. Il y a la partie des édifices, là, ou même des choses reconnues par l'UNESCO, par exemple, comment on appelle ça, les patrimoines classés, patrimoine classé mondial par l'UNESCO, qui ont été brûlés et saccagés. Donc, les personnes qui ont été violées, les femmes et les enfants, ils ont regroupé cette enquête dans une enquête. Et le deuxième point, ils l'ont pris sur l'affaire Aguilok. Donc, ils font ça concomitamment parce qu'ils sont là. Ils viennent à Bamako. Même si nous, on ne les retrouve pas, peut-être que le citoyen lambda ne peut pas les retrouver, mais ceux quand même qui sont dans le dossier et qui se sont portés partie civile, donc faisant partie comme acteurs, savent qu'ils viennent, ils savent qu'on les écoute, savent aussi que l'enquête continue. Mais nous ne pouvons pas aujourd'hui dire qu'il n'y a pas d'enquête. Il y a enquête. Ça continue. Et ça va continuer. Comme il l'a dit mon ami, il n'y aura pas d'impunité. Même si l'on pense qu'en parlant beaucoup, en criant, on va affoler l'opinion publique malienne, en commençant par l'AMDH et la FDH, je dis non. Nous savons ce que nous voulons. Nous voulons qu'il y ait justice. Nous voulons que les victimes rentrent dans leurs droits.
quel qu'il soit. Donc je crois qu'il y a la précision à donner. L'enquête y est, l'enquête continue. Monsieur Dakono, je rappelle que vous êtes analyste chercheur. Est-ce qu'il y en a qui le disent quand même, est-ce qu'il y a des risques que ce dossier finisse en queue de poisson pour des raisons politiques? Parce qu'il y en a qui pensent peut-être qu'en essayant d'aller jusqu'au bout, ça pourra avoir une incidence sur le processus de paix. Quel est votre avis? À ce niveau, le risque zéro n'existe pas. Il y a toujours ce risque. Maintenant, il appartient. Rappelez encore une fois que nous ne sommes pas ici en train de faire le procès. La MDH est dans son droit aux côtés des parties civiles de trouver la justice. Je crois qu'ils seront suivis dans cet élan par le procureur qui va rester aussi dans son droit avec le parti civil, mais il appartiendra à la personne constituée à cet effet de faire effectivement le procès. Je parle de personne morale. Mais comme on l'a vu, il n'est pas rare. Ça s'est passé dans beaucoup de cas où on a tenté de trouver des solutions politiques à des problèmes juridiques. Mais c'est très très dangereux parce que toutes les fois où on a donné une solution politique à un problème juridique ou le contraire, une solution juridique à un problème politique, on s'est retrouvé dans des situations qu'on ne pouvait pas maîtriser, qu'on ne pouvait plus maîtriser. Donc ce risque également que l'on tente de donner une solution politique à ce problème fondamentalement et essentiellement juridique existe et ce risque n'est pas écarté. Studio Tamani, 18h46, la suite du débat dans un instant. Une réaction, Un avis, Un commentaire. Réagissez sur la page Facebook de Studio Tamani et restez connectés avec nous. Studio Tamani sur les réseaux sociaux pour vous faire entendre. Je rappelle que le grand dialogue s'intéresse aujourd'hui à un événement que les Maliens n'oublieront pas sitôt. Il s'agit quand même du massacre d'Aguelok. Le massacre d'Aguelok, c'était donc en 2012. Le massacre d'Aguelok qui a maintenant 4 ans. Pour parler de cet événement, nous avons dans ce studio Amadou Bokar Teguete, qui est le secrétaire général de l'AMDH, Baba Dakono, chercheur analyste, en ligne Ataï Ag Mohamed, chargé des droits de l'homme au MNLA, et nous avons également un militaire témoin des atrocités qui participe à l'émission. Lui aussi, il est en ligne. Alors, nous avons donc parlé de l'enquête. Nous avons dit quelles étaient les chances que cela puisse aboutir. Alors, nous revenons donc à vous, Teguete, après les propos de Baba Dakono. Est-ce qu'on peut dire quand même qu'ici, l'issue ne sera pas politique, elle sera purement et simplement juridique? Merci de m'avoir donné encore l'occasion de pouvoir rappeler certaines choses qu'on a eu à faire en leur temps. La MDH et la Fédération ont mené des missions de documentation qui ont permis l'ouverture de plusieurs procédures dans lesquelles sont parties civiles aux côtés des victimes. Par exemple, la plainte qu'on a eu à faire contre Iyad Agali et 15 autres le 28 novembre 2013. Il y a eu une plainte contre Alioune Ahmad Touré le 24 juin 2014. Une plainte contre Houka Houka qui a posé problème. Et vous vous rappelez de cette marche que nous avons eu à faire lorsqu'ils ont été libérés. Il y a la plainte contre X au nom de 80 femmes et filles victimes de viols et autres formes de violence sexuelle le 12 novembre 2014 en coalition avec 4 autres organisations. AJM, Wildaf, Demesso, Cri de Cœur. Mais pour des raisons que nous n'avons pas compris et que nous comprenons jusqu'à présent pas, la marche qu'on a eu à faire et à aller demander pourquoi la libération de ces gens, malgré qu'on a des preuves quand même si on ne peut pas les dire tout de suite qu'ils sont des criminels, mais on a quand même des indices pourquoi ils ont été libérés. Bon, à ce niveau-là, on ne pouvait pas nous parler des raisons politiques. Mais nous supposons que c'est des libérations qu'on ne peut pas expliquer. Parce que pour nous, c'est des criminels. Et personne ne peut nous dire qu'ils ne sont pas criminels et qu'ils l'ont libéré. Donc ça, c'est des raisons. Peut-être que vous appelez politique. Peut-être que moi, j'appellerai d'État. Mais peut-être que Dakono appellerait autre chose. Mais en tout cas, incompréhensible. Et l'AMDH n'a jamais fermé la bouche, n'a jamais fermé les oreilles. Et toujours en train de chercher à ce qu'il y ait justice. Parce que c'est des choses qu'il faut nécessairement bannir pour que l'impunité ne soit pas le justificatif
de la paix. Parce que c'est ça aussi. Quand on impunit, les choses là, c'est impuni sous prétexte que c'est pour la paix, que c'est pour chercher la paix, mais quelle paix? C'est comme on le dit en Bambara, quand il y a des gens qui ont ça ne va pas prier. Il y a des gens qui ont et puis c'est le Tchoudi. L'impunité ne peut pas être à la base d'une paix, quelle que soit la paix dont on a besoin. Alors, nous allons à présent tenter de joindre Ag Mohamed. Alors, dites-nous, monsieur Ag Mohamed, est-ce que vous ne craignez pas que la gestion des crimes commis ne connaisse pas de difficultés en mettant, il n'y a pas de risque qu'on mette le politique en avant par rapport au juridique? Bon, je pense d'abord qu'il ne faut pas que les lycées de l'AMDH saisissent parce que je représente les MNLA pour prendre comme étant le bourreau de la chose ou la partie méchante de la chose. Je suis le chargé des droits de l'homme. Ma mission, c'est d'amener les compatriotes de MNLA à ne pas commettre des crimes de guerre, de faire respecter les prisonniers de guerre comme c'est fait. Ma mission, c'est l'humanité aussi, c'est le respect, c'est aussi faire des investigations sur les questions. Vous devez pouvoir vous comprendre si vous vous occupez tous des droits de l'homme quand même. Laissez-moi quand même... Allez-y. Permettez-moi de m'exprimer, quand même si c'est pour dire ce qu'on pense d'Adel Hope. Adel Hope attire notre attention autant que tous les dossiers. Et nous n'avions jamais cessé d'exprimer notre disponibilité à toutes les formes d'investigation, quelles que soient menées à l'interne ou ailleurs. Et aujourd'hui, ceux qui sont au devant des faits d'Adel Hope, leur rendu public, les images sont disponibles, des témoignages de vivants sont là. Ensuite, ce qu'il y a, ce que je dénonce, ce que je trouve regrettable aujourd'hui, c'est de constater qu'Adel Hope sert plus de moyens de propagande qu'une volonté de dire aux Maliens, voici aujourd'hui, l'autorité va mener des investigations, l'autorité va encourager ça pour que vous sachiez la vérité. Donc, aujourd'hui, même si les groupes islamistes ont revendiqué et ont prouvé, ont démontré avec des images qu'ils sont les acteurs de Adel Hope, il y a des Maliens, malheureusement, à travers cette communication qui consiste à faire du MNLA les bourreaux, les méchants, qui fait ce groupe-là au MNLA. Mais ce n'est pas grave, ce n'est pas ce qui nous fait mal, la vérité va triompher. Et cette vérité-là, on ne va pas la mettre en condition d'une question politique. Nous n'avions jamais demandé de nous faire des compromis politiques pour des listes. Jamais. Au contraire, nous exigeons une enquête internationale et un jugement, un tribunal spécial indépendant, si vous voulez, tous les cas de crimes de guerre, depuis 1963 à nos jours, tous les crimes de guerre. Adel Hope est un cas grave que je condamne et je présente mes condoléances, ma solidarité avec les familles des victimes, toutes les victimes. Et il faut que cette justice soit faite. Il n'y aura pas de compromis politique. Nous, en tout cas, nous ne négocierons pas de compromis politiques. C'est assez clair. Alors, nous aurons l'occasion certainement de vous retrouver avant la fin de l'émission. Nous allons donc rejoindre notre témoin, le militaire témoin des atrocités d'Aguelok. Dites-nous, monsieur, est-ce qu'il est compliqué de déterminer, de préciser qui étaient les auteurs des crimes commis à Aguelok, selon vous? Bon, selon nous, on se connaît depuis longtemps. Il y a des éléments MLLA, il y a les éléments islamistes, parce que la preuve en est que d'abord le premier jour de l'attaque du camp d'Aguelok, les étrangers qui étaient parmi eux, ils ne savent pas là où il faut tirer, ils ne connaissent pas le camp. Il y a d'autres qui tirent sur les étages qui sont au bord du camp, là, croyant que c'est le camp. Mais il fallait des autochtones pour pouvoir montrer le camp. Voilà la direction de qui est cette direction, c'est ça le camp. Donc, ça veut dire que les deux groupes sont réunis. Et puis, encore, pour vous dire la vérité, toute la vérité, nos camarades qui étaient avec nous, avant de déserter pour partir, on était dans le même camp à Aguelok. Dans le même camp à Aguelok, je dis bien, on partageait les plats ensemble. On se connaissait déjà. On se connaît et on se connaît. Ils sont partis qu'ajouter au lot pour nous déloger. Pour déloger Aguelok, les camps qu'ils ont fait, ils le savent.
le temps qu'on a fait une première, une deuxième tentative, une troisième tentative, ainsi de suite, jusqu'à la tombée du camp. On sait qu'on a vu, c'est les deux camps réunis, islamistes et MNLA. On le sait. Parce qu'on se connaissait avant cette guerre. On était dans les mêmes, on mangeait dans les mêmes plats. On était dans les mêmes camps. Donc la preuve est là. Alors, nous allons joindre Ataï Ag Mohamed, juste puisqu'il nous reste très peu de temps. Je crois qu'il a envie de réagir juste en 1 minute. Non, moi, je rejoins les propos du soldat là. Je comprends aussi sa colère. C'est très bien, il a raison. Il ne peut dire que ce qu'il pense. Mais c'est à l'enquête de dire la suite. Je comprends, je l'accompagne, je l'assiste, je l'encourage à militer pour que la justice soit faite pour ses camarades qui ont été tués, injustement s'il a été comme ça. Mais ce qui est important, c'est que je vais demander à l'Association malienne des droits de l'homme d'être vraiment malienne des droits de l'homme. Pas du conformisme, pas du populisme, pas de la démagogie. Il faut parler de tous les crimes, il faut insister sur tous les crimes. Aujourd'hui, il faut arrêter de faire les tam-tams pour que l'État utilise ces choses-là pour faire sa propagande. Et après, c'est l'État en premier qui essaie de négocier parfois les compromis politiques. Ce ne sont pas les groupes. Nous sommes des groupes politico-militaires avec des populations azawadiennes qui ont été victimes d'exécutions sommaires, des massacres, des tortures, des violences, des corps à l'exil, de viols. Voilà, merci, je vous l'avais dit, il nous reste très peu de temps. Voilà, il nous reste très peu de temps. Je sais, il nous reste très peu de temps. Je vous ai prévenu que je vous donnais 1 minute. Nous revenons donc dans ce studio. Nous donnons la parole à Amadou Bokar Teguete, secrétaire général de l'AMDH. Merci, M. Fomba. Il faut que mon ami défenseur des droits humains de l'MLA comprenne que le défenseur des droits humains, il est universel et que les droits humains ne peuvent pas être divisés ou partagés ou faire de ça ce qu'on veut. Non. Et l'Association malienne des droits de l'homme, je lui donne la garantie qu'il n'a pas besoin de se démontrer ailleurs. Et l'Association malienne des droits de l'homme n'a pas besoin encore de se faire connaître. L'Association malienne des droits de l'homme souhaite consolider sa crédibilité et au niveau national, et au niveau sous-régional, et au niveau international. C'est ça notre force et c'est notre conviction. Ce n'est pas une association qui a été créée pour la cause de faire plaisir à quelqu'un ou faire de la politique pour quelqu'un. Non. Nous sommes convaincus que nous devons défendre les droits humains et que les droits humains doivent être défendus sur le plan universel. Qu'à cela ne tienne, je vous demande de comprendre que l'AMDH prendra ses responsabilités à tout bout de champ et dénoncer qui que ce soit et faire en sorte que l'impunité soit condamnée partout où nous allons nous trouver. À vous, le mot de la fin, Baba Dakono, chercheur analyste. C'est agréable que tous les partis soient d'accord qu'il est important de placer la justice au cœur du processus. Donc il est important de le rappeler à tous les acteurs, mais il est aussi important de garder à l'esprit que les solutions qui doivent être issues de tout ce processus ne doivent pas être des solutions sources d'un conflit antérieur. Donc laisser la justice être effective dans le cadre de ce processus. Et je pense que tous les acteurs sont dans leurs droits. Mais il faut également que l'AMDH, en plus de sa communication, rappelle que c'est un long processus. Et comme je le disais au début, il y a eu beaucoup de temps où les preuves ont été dégradées, il est difficile de réunir tous les témoins. Ça risque d'être un long processus. Donc d'accompagner le processus tout dans la patience et d'associer cet appel à la patience dans ses communications. Alors, c'est sur ces propos que s'achève le grand dialogue de ce lundi 25 janvier 2016, le grand dialogue qui s'intéressait donc au massacre d'Aguelok, un massacre qui a eu lieu donc il y a 4 ans maintenant. On participait à l'émission Amadou Bokar Teguete, qui est le secrétaire général de l'AMDH, Baba Dakono, chercheur analyste, Ataï Ag Mohamed, chargé des droits de l'homme au MNLA qui était en ligne, également était en ligne un militaire témoin des atrocités d'Aguelok. À la mise en onde, il y avait Salim Douara, régie vidéo Gagné Kanté, réalisation Ousmane Djadjet Touré, à la présentation Seydou Fomba. On vous retrouve donc demain pour un autre débat. Le grand dialogue. Sigi Kafoba. Et
Le Grand Dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. Shanibiro. Halud Mauni. Shanibiri. Siki Kafoba. Le Grand Dialogue. Le Grand Dialogue.